Aujourd'hui, nous, Chloé Leblanc, et Nadia Langis. allons vous parler d'un sujet crucial qui a longtemps été ignoré par la société canadienne, la disparition et les assassinats des femmes et des filles autochtones. En fait, c'est l'Association des femmes autochtones du Canada qui a été parmi les premières à dénoncer le problème. Ils ont recensé 582 cas de disparition et d'homicide en 2005 et 2010. Mais c'est juste en 2014 que la GRC a publié un rapport révélant plus de 1017 décès et 164 disparitions en 1980 et 2012. Face aux chiffres alarmants, après l'élection de Justin Trudeau en 2015, le gouvernement canadien a lancé l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Je pense qu'il serait aussi important de mentionner que jusqu'ici, la plupart des gens questionnent si le gouvernement fédéral est vraiment capable d'amener les changements nécessaires par le fait que l'État s'est jamais vraiment démontré prêt à réformer ses propres institutions pour répondre aux besoins des Autochtones, comme les services de policiers ou le système de justice. Oui. Aussi, les commissions d'enquête majeures dans le passé, comme l'enquête publique au Manitoba en 1991 et la commission royale sur les peuples autochtones en 1996, ont tous les deux conclu que la violence contre les femmes et les filles autochtones prenait racine dans la colonisation, mais le gouvernement n'a jamais fait de changement fondamental, donc le problème est toujours demeuré. Ah oui, évidemment, il y a beaucoup de pression sur le gouvernement de bien performer ici. Maintenant, discutons du but de l'enquête nationale. Oui, donc, l'objectif principal était de comprendre les causes systémiques de la violence, de garantir la sécurité des femmes autochtones et de recommander des moyens pour commémorer les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Pour ce faire, la commission d'enquête s'est engagée à tenir compte des traumatismes, de contribuer à la décolonisation et de donner une voix aux familles des victimes et aux survivants. Oui, pour donner une voix aux familles des victimes et aux survivants, ils ont inclus des panels dans les communautés. Ils ont aussi discuté avec des experts sur le sujet des droits autochtones, le racisme, les services gouvernementaux, les politiques, etc. En fait, plus de 2380 personnes ont pu participer. Compte tenu de tout, l'enquête doit nécessairement se pencher sur la question de savoir pourquoi est-ce qu'on accorde une si faible valeur à la vie des femmes et des filles autochtones. Oui, c'est vraiment le problème central qui nécessite l'adoption d'une enquête nationale. Il faut savoir le pourquoi pour pouvoir effectuer un changement. En gros, il y a 3 volets. Découvrir la vérité, honorer la vérité et donner vie à la vérité. OK, maintenant, examinons les résultats de l'enquête. Ouais. Vous pouvez pas être surpris si on vous dit que l'enquête a conclu que la disparition des femmes et des filles autochtones trouve sa source dans la colonisation. Comme les enquêtes majeures dans le passé que nous avons discutées tout à l'heure ont conclu. Plain and simple, pour arrêter la violence contre les femmes et les filles autochtones, la relation coloniale qui est toujours présente aujourd'hui doit aussi arrêter. Donc, le rapport final a été publié en juin 2019, mettant fin au mandat de l'enquête. Ils ont donné plusieurs recommandations axées sur les changements requis pour répondre aux besoins des femmes et des filles autochtones, ce qui diminuerait le taux de violence envers elles. Évidemment, ils demandent au gouvernement de respecter les engagements qui ont été signés dans le passé et de se conformer aux décisions des tribunaux. Mais ils ont aussi identifié plus de 231 appels à la justice pour diminuer la violence faite envers les femmes et les personnes vulnérables autochtones. Examinons quelques exemples. Avoir du financement adéquat et continu pour les services de santé et de bien-être centrés sur les Autochtones qui sont accessibles et culturellement appropriés. Établir des programmes communautaires tenant compte des traumatismes pour les survivants. S'assurer que les peuples autochtones ont accès à un logement sûr, de l'eau potable, de la nourriture adéquate. Recruter plus d'Autochtones dans le système de justice et mieux éduquer les professionnels dans le domaine du droit canadien présentement sur la culture et l'histoire des Autochtones, comme les juges, les procureurs, les avocats de la défense, vraiment tous les employés de la Cour. Il faudrait aussi mieux éduquer les jeunes à l'école sur la culture et l'histoire des Autochtones.
Oui, c'est toutes des choses qu'on a déjà entendues. Malgré, le problème est toujours encore présent aujourd'hui. Allons voir quelques statistiques. Donc, les chiffres montrent que les femmes autochtones sont surreprésentées parmi les victimes d'homicides et de disparitions. Par exemple, elles représentent 16% des victimes d'homicides, même si elles constituent que 4,3% de la population du Canada. Et les cas se concentrent principalement dans l'ouest du Canada, comme l'Alberta et la Colombie-Britannique, représentant 54%. Et c'est majoritairement dans les milieux urbains, soit 70% des femmes et des filles qui sont disparues et 60% qui ont été retrouvées assassinées. De plus, les femmes autochtones sont plus susceptibles d'être tuées par une personne qu'elles connaissent, qui était le cas dans 81%, et la police est moins sujette à porter des accusations en cas de victimes autochtones. Ce qui nous amène à notre prochain point. Discutons d'exemples de cas qui ont été médiatisés où des femmes et des filles autochtones ont soit disparu et la famille cherche toujours des réponses ou qu'elles ont été retrouvées décédées. Premièrement, il y a le cas de Loretta Saunders, une Inuk assassinée à l'âge de 26 ans en 2014, qui était enceinte et préparait une thèse de spécialisation sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, à l'époque où elle-même a disparu. Son corps a été retrouvé à Salisbury, au Nouveau-Brunswick. Favorablement, 2 personnes ont plaidé coupables à son meurtre une semaine avant leur procès devant un juge et jury à Halifax, en Nouvelle-Écosse. L'organisation Legal Strategy Coalition on Violence Against Indigenous Women est mise en place après ce meurtre en 2014. Oui, c'est triste. Et certains étaient juste des enfants, comme le cas de Delaney Copenas, qui était âgé de 16 ans en 2016, quand son corps a été retrouvé dans l'eau au nord de l'Ontario, et la police l'a considéré comme que son décès devait être un suicide, que Delaney aurait volontairement sauté sur la glace au-dessus de l'eau. En plus de ça, quand la famille a reporté que leur fille était disparue, la police a simplement répondu en disant qu'elle doit savoir sauver de la maison. Encore aujourd'hui, il y a des soupçons qui existent entourant son décès, mais la famille est restée sans réponse. Ouais, même chose pour le cas de Ezria Coco Panas, qui était âgé de 14 ans en 2017, lorsque son corps est retrouvé dans les bois de la région de l'Ontario, après avoir sorti de l'hôpital. La famille a toujours pas eu de réponse sur les événements entourant le décès de Ezria. La police semble dire qu'elle est décédée par suicide, mais ils sont aussi au courant qu'il avait une Jeep proche des lieux où elle a été retrouvée. Mais personne ne semble savoir à qui la Jeep appartient. Personnellement, je pense qu'une meilleure enquête aurait fait ressortir que son décès n'était pas un suicide. Mais que si elle était réellement suicidaire, pourquoi laisser un enfant de 14 ans sortir de l'hôpital toute seule? Oui, c'est un bon point. C'est clair qu'il y a eu un manque de préoccupation et de soucis de la part de la police et même de l'hôpital. On a aussi le cas de Tina Fontaine qui était âgée de 15 ans et qui était suivie, à l'époque des faits, par protection de l'enfance. Elle habitait avec son oncle et sa tante à Manitoba et faisait vraiment bien. Après une visite chez sa mère biologique, qu'on savait faisait de la prostitution et avait des problèmes d'alcool, Tina est disparue et une semaine plus tard, son corps est retrouvé à Winnipeg. Un homme est accusé du meurtre, mais la preuve est majoritairement circonstancielle. Un jury l'a acquitté et son décès est encore un mystère. Savais-tu que l'ancien premier ministre Stephen Harper s'avait exprimé au Collège du Yukon à Whitehorse en août 2014 à la suite du décès de Tina Fontaine et avait déclaré que la violence contre les femmes et les filles autochtones au Canada ne devrait pas être considérée comme un phénomène sociologique. Il donne vraiment l'impression que des situations comme celle de Tina Fontaine n'est pas un phénomène social grave résultant de plusieurs différentes formes de violence qu'on doit nécessairement adresser. Il minimise la situation, on dirait. Oui, malgré qu'il y ait eu une augmentation de sensibilisation sur le sujet dans les dernières années, en raison de l'enquête, c'est clair qu'il existe encore des défis qui persistent. Ça nous fait revenir à notre question de départ. Pourquoi est-ce que les femmes et les filles autochtones disparaissent? Moi je pense que c'est une combinaison de plusieurs choses qui finalement sont toutes interconnectées.
Premièrement, il y a le fait que la plupart des communautés autochtones vivent dans des situations où il y a un manque d'accès à des logements sûrs, des services de santé adéquats, une bonne éducation. Souvent, la famille a vécu à travers de beaucoup de siècles du racisme systémique et de la discrimination, qui fait en sorte qu'ils sont marginalisés dans les communautés. Le taux de criminalité et l'alcoolisme est plus élevé où ces femmes ont grandi. Ils n'ont pas eu la même chance que nous autres on a eu. Vraiment, elles sont plus vulnérables à l'abus et à l'exploitation. Il y a aussi le fait que le patriarcat et les problèmes de misogynie sont encore très présents au Canada. C'est tellement profondément enraciné dans notre société que c'est devenu des attitudes normales, puis vraiment c'est notre silence qui a rendu ça comme ça. Comme femme, on peut le confirmer, mais comme femmes autochtones, qui sont vulnérables et la cible en raison des stéréotypes négatifs qui sont sur leurs images, elles ont moins de protection que nous autres on a. Comme qu'on a discuté tantôt, si la police avait démontré plus d'empathie dans la disparition de Ezria ou de Delane, sa famille aurait probablement des réponses aujourd'hui, comme des milliers d'autres. C'est triste de penser que si la jeune fille disparue serait une belle fille blanche, toute la communauté et la police auraient fait des efforts incroyables pour la retrouver dès la seconde qu'elle aurait disparu. Selon moi, c'est clair qu'on a plusieurs lacunes dans notre système de justice qui doit changer pour mieux protéger les femmes et les filles autochtones. Il doit y avoir une volonté de sensibiliser et d'adopter une approche trauma-informed en tant que professionnel dans le domaine juridique pour minimiser la revictimisation et pour s'assurer de réellement venir en aide aux femmes autochtones. Il faut que les policiers soient sensibilisés et commencent à voir les Autochtones comme des êtres humains qui méritent la vie autant que n'importe qui, sans les étiqueter. Pour se rendre là, il faut que toute la population canadienne aide. Des stéréotypes, c'est bâti par l'opinion de la majorité, donc il faut que ça change. Bon point de vue. Selon moi, c'est sûr que les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées au Canada sont un portrait clair des injustices et des défis existants que confrontent les communautés autochtones. Et oui, c'est évidemment un mix de plein de choses mis ensemble. C'est injuste que les femmes et les filles autochtones sont surreprésentées parmi ceux disparus et assassinés, et elles ne reçoivent pas l'attention et la priorité qu'elles méritent réellement. Les pensionnats autochtones et les politiques des réserves ont eu des effets néfastes sur les communautés autochtones. Ils ont entraîné la destruction des familles, la perte de la culture et de l'identité, ce qui a créé la vulnérabilité des femmes et des filles autochtones face à la violence. De plus, il y a de nombreuses conséquences face aux violences coloniales subies par les peuples autochtones. Les traumatismes hérités influencent la santé mentale de ces gens et la dynamique des familles, ce qui a aussi contribué à la vulnérabilité des femmes et des filles autochtones. Il y a également un gros manque de ressources dans certaines communautés autochtones éloignées ou isolées, comme des services de santé mentale, des refuges pour les victimes de violences domestiques et des infrastructures de soutien. Ce manquement rend ça difficile de fournir une assistance suffisante aux femmes et aux filles autochtones face à des situations dangereuses. De mon point de vue, pour faire face à cette crise majeure, c'est nécessaire que la police doive avoir des enquêtes approfondies sur les cas non résolus et il faut fournir un effort pour éliminer certains problèmes graves comme la pauvreté, la discrimination et l'oppression. Aussi, beaucoup de femmes et filles autochtones ont peu de confiance dans le système de justice et des services sociaux, parce que leur traitement discriminatoire dissuade ces femmes de signaler de la violence. Les femmes autochtones font aussi face à beaucoup d'obstacles quand elles cherchent d'obtenir justice pour les violences subies. Puisque les processus judiciaires sont souvent longs, complexes, traumatisants et limités pour les femmes autochtones, ces victimes de violences hésitent et sont découragées à poursuivre les affaires en justice. En gros, les disparitions et les assassinats des femmes et des filles autochtones sont la réponse de plusieurs facteurs historiques, sociaux, économiques et politiques.
C'est nécessaire de reconnaître les lacunes dans le système de justice et de prendre des mesures pour résoudre ce problème. Mais c'est sûr que ce n'est pas un travail d'une personne. Il faut le gouvernement, les communautés autochtones ainsi que la population en général pour travailler tous ensemble pour garantir leur autonomie, leur bien-être et leur sécurité. Pour mettre la boucle sur tout ce qui a été discuté, c'est bon que le gouvernement a choisi de faire une enquête nationale qui nous a donné plein de renseignements sur le phénomène et qui suggère plein de recommandations. Mais notre suggestion au gouvernement est de vraiment mettre en œuvre les recommandations de l'enquête. Évidemment, pour avoir du succès, il faut que toute la société canadienne ait un rôle actif là-dedans. I agree. Ces recommandations sont seulement un point de départ et ils doivent être adaptés en fonction des besoins des communautés autochtones. Comme tu as dit, il faut que tout le monde ait un rôle actif, mais c'est essentiel que la voix des Autochtones soit au cœur de tout ce processus pour résoudre le problème.